Est-ce que la connexion a été... Est-ce que la connexion est revenue? Vous me dites oui. C'est bon? On peut continuer. Très bien. D'accord, merci. Donc, c'est ce que je disais. Je disais donc qu'on a le premier type de gènes en cause, c'est les oncogènes. Les oncogènes, à l'état normal, on les appelle proto-oncogènes. D'accord? Et ils sont responsables de quoi? Ils Madame, sont responsables de la division cellulaire normale. D'accord? Division, madame, s'il vous plaît. prolifération, mais Madame, cellulaire normale. Oui. madame, s'il vous plaît, j'ai pas compris la dernière partie. Vous m'entendez ou pas? Oui, On entend. Madame, j'ai pas compris la dernière partie. Répétez, s'il vous plaît. On est arrivé donc aux différents gènes. Donc, on a parlé d'oncogènes. Donc, à l'état normal, ils sont responsables de la division, de la prolifération cellulaire normale. D'accord? Dans le cancer, ils sont quoi? Ils sont activés. Donc, en quelque sorte, ils vont générer quoi? Ils vont générer une division et une prolifération cellulaire incontrôlée. D'accord? Les anti-oncogènes à l'état normal, au contraire. Donc, ils doivent être activés parce qu'à l'état normal, donc ils sont responsables de quoi? S'il y a une altération qui intéresse un gène, donc dans une cellule bien précise, ils peuvent éliminer la cellule, c'est-à-dire faire entrer la cellule en apoptose ou en nécrose pour l'éliminer. C'est-à-dire, voilà, donc il y a un souci, j'élimine le souci. C'est ça les anti-oncogènes. D'accord? Et donc, dans le cancer, ces anti-oncogènes sont inhibés. D'accord? Et le troisième type de gènes, c'est les gènes réparateurs de l'ADN. C'est-à-dire, en cas de souci, en cas de mutation, il y a d'abord, donc, avant d'éliminer la cellule carrément, il y a certains gènes qui vont essayer de réparer les dégâts. D'accord? S'il y a une substitution ou là d'un acide nucléique, ils vont essayer de restituer cet acide nucléique. D'accord? Ils vont essayer de réparer les dégâts. Donc, c'est possible. Donc, la cellule donc, va continuer. Mais sinon, si la réparation n'est plus possible, c'est les anti-oncogènes qui vont intervenir et vont éliminer la cellule. D'accord? Et là, les gènes réparateurs de l'ADN dans le cancer sont également inactivés, sont inhibés. Donc, les oncogènes sont activés et les anti-oncogènes, les gènes réparateurs de l'ADN sont inhibés. D'accord? Et voici donc, ça c'est une planche qui nous montre à l'état normal. À l'état normal, il y a un équilibre entre Madame, les oncogènes, qu'on appelle pas également compris. proto-oncogènes, et les anti-oncogènes, d'accord? Il y a un équilibre qui se fait, c'est-à-dire c'est régulé, d'accord? Alors que dans le cancer, regardez ce qui se passe. La balance n'est plus en équilibre et donc c'est en faveur de quoi? madame, j'ai pas compris. Tu peux répéter ça? Elle est en faveur de l'augmentation donc d'expression des oncogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous ai dit, donc à l'état normal, les oncogènes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont responsables de la division cellulaire. Mais je vous ai dit, une division cellulaire qui est contrôlée. Alors que si on a donc, c'est en mode on, disons, c'est bien mis dans la planche, c'est-à-dire si les oncogènes sont tout le temps stimulés, ils sont tout le temps activés, ça veut dire quoi? Il y aura quoi? Il y aura tout simplement, vous savez, allez, on termine le cours et par la suite, posez vos questions. D'accord? On aura 10-15 minutes à faire les questions. Je préfère que vous compreniez, donc vous me laissez faire. Donc, les oncogènes hindous, donc ils sont activés en permanence. Il y aura quoi? Il y aura une division cellulaire continue. D'accord? Alors que, donc là, et en parallèle, il y a une perte des anti-oncogènes, c'est-à-dire une inhibition des anti-oncogènes. Donc, les gènes qui, disons, freinent la division cellulaire sont inhibés. D'accord? Donc, il y aura quoi? Il y aura une prolifération donc excessive, une prolifération continue des cellules tumorales. Donc justement, le cancer, il est dû donc à donc, ce déséquilibre entre oncogènes et anti-oncogènes. Et voici donc quelques exemples donc, de gènes activés donc, lors du cancer. C'est surtout donc,
vous prenez quelques exemples. Il y a le gène HER2, donc qui est très fréquent dans pas mal de cancers. Vous gardez donc en tête le cancer du sein. Et là, le RAS, la même chose. Le RAS, il y a c'est une grande famille de gènes qui est également activée dans pas mal de cancers, notamment dans les cancers colorectaux. D'accord? Les gènes suppresseurs de tumeurs, on peut citer donc plusieurs gènes. Donc, il y a la P53, le gène du rétinoblastome, le RB, donc c'est le gène du rétinoblastome, et le WT1. Gardez en tête donc deux gènes, c'est suffisant. Et les gènes du maintien de l'intégrité, c'est les gènes réparateurs de l'ADN. La même chose, on peut citer quelques gènes qui sont très fréquemment altérés dans les cancers donc coliques et intestinaux. Donc, on a terminé avec les facteurs génétiques et on passe maintenant aux facteurs endocriniens ou aux facteurs donc endocriniens ou hormonaux. Et là, donc, ces facteurs, ils favorisent la croissance et la diffusion de certains cancers. On peut citer, par exemple, l'exemple le plus typique, c'est le cancer du sein. D'accord? Le cancer du sein, on dit que c'est un cancer hormonodépendant et hormonosensible. C'est-à-dire que c'est vraiment donc il est dû, donc, comme facteur favorisant, on incrimine souvent donc, les hormones qui sont d'origine endogène ou là d'origine exogène. Exogène, on cite surtout donc, les pilules oestroprogestatives. On peut citer également les traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. D'accord? Et comme hormones endogènes, qu'est-ce qu'on peut citer? On peut citer tout simplement, c'est la période génitale donc, qui est augmentée, c'est-à-dire des ménages précoces. On parle de ménages donc, à 10 ans, donc avant 12 ans, donc c'est un facteur favorisant, et une ménopause tardive. Donc c'est le temps d'exposition aux hormones endogènes qui est augmenté. D'accord? Donc c'est ça, un cancer hormonodépendant. Et bien entendu, c'est un hormone hormonosensible, c'est-à-dire on peut le traiter en bloquant ces hormones. C'est ce qu'on appelle l'hormonothérapie qui est utilisée dans le cancer du sein. On essaye de stopper la progression tumorale en donnant des antagonistes des œstrogènes, c'est-à-dire c'est des bloqueurs en quelque sorte. On va essayer de bloquer les sites, donc les récepteurs aux œstrogènes. Donc ça, c'est pour vous donner un type donc, de cancer hormonodépendant. Les facteurs immunitaires, donc en général, on dit que le cancer, donc une personne ne réagit pas de la même manière face au cancer. Et pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas tous de la même manière face au cancer? C'est dû, donc, entre autres, à notre état immunitaire, à l'état donc, immunitaire du sujet. D'accord? Un système donc, immunitaire compétent va réagir face au cancer. Il va essayer de neutraliser en quelque sorte plus ou moins la diffusion de ce cancer, même s'il ne va pas réussir complètement donc, à neutraliser donc, ces cellules cancéreuses, mais il va essayer au moins de freiner cette prolifération, freiner cette progression. D'accord? Et bien entendu, le cancer est plus fréquent, donc c'est des incidences, des fréquences très importantes de cancer chez des sujets immunodéprimés, quelle qu'en soit la cause de l'immunodépression. Ça peut être donc chez les personnes atteintes du sida, ça peut être donc chez les transplantés dû à des traitements donc immunosuppresseurs, etc. Et actuellement, donc, ce qui est vraiment la tendance actuelle donc, face au cancer, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie, c'est-à-dire c'est d'essayer de booster sa propre immunité contre le cancer, et c'est des traitements donc, qui sont utilisés et qui donnent de très bons résultats. D'accord? On passe maintenant aux facteurs exogènes. On a terminé avec les facteurs endogènes. Donc, on a vu donc, les facteurs génétiques, les facteurs hormonaux et les facteurs immunitaires. Et là, donc, c'est les facteurs exogènes. Et on commence par les agents chimiques. Les agents chimiques, à vrai dire, la définition d'une substance carcinogène est difficile. Pourquoi? Parce que, donc, il faut vraiment donc, préciser, est-ce que donc, ce produit ou cette substance, est-ce qu'elle augmente l'efficacité de notre produit ou est-ce que c'est elle qui a directement donc, un agent carcinogène, une action plutôt carcinogène? D'accord? Donc, il y a différents types de substances. Certaines agissent directement, d'autres, ce sont des métabolites, plutôt donc les métabolites de la même substance qui vont être carcinogènes, d'autres qui vont interagir avec d'autres altérations, c'est ce qu'on a vu, donc les agents promoteurs, par exemple, ils ne donnent pas d'altération directe, mais ils agissent sur des cellules déjà prédisposées, donc
sensibilisés à cette action. D'accord? Donc, on a essayé de classer ces agents chimiques et il y a plusieurs types de classification. On peut les classer selon leur origine. Selon l'origine, on peut avoir donc, plusieurs types de substances. Donc, c'est les moisissures de plantes. Les moisissures de plantes, c'est quoi? Donc, on incrimine surtout l'aflatoxine. L'aflatoxine, donc, c'est un agent carcinogène très puissant et qui se trouve où? Qui se trouve surtout donc, dans les moisissures donc, des cacahuètes, donc ce qu'on appelle donc, les arachides, donc les cacahuètes, et du riz. C'est les enveloppes des cacahuètes et du riz qui, souvent donc, dû à un mauvais stockage, ou là, donc qui développent très rapidement ce type de moisissures qui sont très carcinogènes. L'alimentation, une autre classe, donc c'est l'alimentation. L'alimentation, on incrimine surtout tout ce qui est donc additifs, les colorants, les conservateurs. C'est pour ça donc il faut vraiment donc diminuer et réguler sa consommation donc de conserves, etc. Donc, de ne pas abuser de ce genre d'aliments. Les expositions professionnelles, là on peut incriminer pas mal de professions, notamment surtout donc là on voit disparition, mais c'est surtout donc, les mineurs qui sont donc surtout donc exposés par exemple à l'amiante, etc. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut citer? On peut citer l'industrie donc du textile, l'industrie donc, donc du plastique, etc. Donc il y a pas mal de professions qui sont exposées donc au risque de cancer. Les médicaments, la même chose. Donc il y a des médicaments cancérigènes, c'est-à-dire des médicaments qu'on administre donc, pour traiter telle ou telle maladie, et surtout les médicaments qui ont été, donc c'est des substances iatrogènes en quelque sorte, c'est surtout les produits de contraste qu'on utilisait, donc auparavant, bien entendu, là, on ne les utilise plus, donc, et qui ont donné donc pas mal de cancers. D'accord? Et bien sûr l'environnement, donc tout ce qui est donc environnement, donc pollution, etc. Donc, qui est donc actuellement donc qui est beaucoup incriminé. Donc on peut les classer selon leur origine, mais on peut également les classer, donc classer les substances chimiques selon leur nature chimique. Et là on va obtenir quoi? Donc la première classe c'est les carcinogènes aromatiques, et là donc c'est les différentes dérivés du goudron, notamment le tabac. Donc l'exemple type, c'est quand on parle de carcinogène aromatique, c'est le tabac, avec donc l'action donc que peut avoir le tabac donc sur les différentes muqueuses et donc les différents cancers que ces substances peuvent engendrer. On l'a déjà dit, poumons, oui, mais ne pas oublier aussi la vessie, le col, les voies aériennes, donc aérodigestives supérieures, la bouche, etc. Il y a aussi les carcinogènes azoïques, et là donc on parle de médicaments, donc certaines donc chimiothérapies, donc notamment le cisplatin qui est de moins en moins utilisé, donc c'est des chimiothérapies utilisées donc pour traiter tel cancer, mais qui peuvent donc générer d'autres cancers. Il y a les chlorures de vinyle, là donc c'est une substance qu'on retrouve surtout dans l'industrie du plastique, et l'aflatoxine, on en a déjà parlé, on l'a dit, donc c'est des champignons, donc des moisissures qui se trouvent surtout donc à la surface, donc, au niveau des enveloppes, des arachides, donc des cacahuètes ou du riz. Et ils sont considérés comme des puissants carcinogènes en raison d'une forte capacité de se fixer sur l'ADN, et ils sont surtout associés donc au cancer du foie, notamment en Afrique, qui est donc, on dirait, c'est une action donc simultanée aussi bien de l'alpha-toxine que des virus, donc des hépatites B. Donc après donc ces deux classes, on passe aux métaux lourds. On peut citer donc l'arsenic, qui est donc responsable de différents cancers cutanés, et le beryllium, le chrome ou le nickel, qui peuvent donc également causer donc pas mal de cancers, notamment le cancer du poumon ou les cancers donc aérodigestifs. Une autre substance, c'est les fibres minérales, l'amiante dont on a beaucoup parlé, d'accord, qui est responsable des différents mésothéliums, donc c'est des cancers de la plèvre, donc du poumon en quelque sorte, c'est l'enveloppe du poumon, qui est causée donc par cette substance carcinogène qui est l'amiante, qui est de moins en moins utilisée, bien entendu. On a terminé donc avec les agents chimiques,
Et on passe aux agents physiques. Les agents physiques, c'est plus facile, donc, ils sont classés donc, en trois grandes catégories. Il y a d'abord les radiations ionisantes. Les radiations ionisantes, c'est quoi? C'est les rayons X. D'accord? Et on a vu donc que donc l'incidence, la fréquence du cancer est augmentée chez certains professionnels de radiologie, par exemple. On a vu donc que les cancers, notamment les cancers de la thyroïde, par exemple, qui ont explosé après donc, les accidents, donc, les explosions d'Hiroshima, de Nagasaki et la catastrophe de Tchernobyl, d'accord, des catastrophes donc, atomiques qui ont causé donc l'explosion dans la survenue de certains cancers, notamment les cancers de la thyroïde et certaines leucémies. Et la même chose, par exemple, la maladie d'Hodgkin qu'on appelle donc c'est le lymphome hodgkinien, qui est très fréquent chez des patients qui ont subi déjà une radiothérapie, notamment une radiothérapie pendant l'enfance. C'est une radiothérapie donc pour un autre cancer, comme un cancer du Cavan, par exemple, on l'a dit, donc les cancers du Cavan qui sont très fréquents donc, au Maghreb, et donc ils sont radiosensibles, ces cancers. Donc l'enfant, l'adolescent, donc il est traité par radiothérapie, et puis 10, 20 ans après, il peut développer d'autres cancers, notamment le lymphome de Hodgkin. D'accord? Donc ça, c'était pour les radiations ionisantes. Il y a aussi ce qu'on appelle d'autres types de rayonnements, notamment les rayons UV. Et là, donc c'est des rayonnements également très nocifs et qui peuvent causer pas mal de cancers, notamment les cancers de la peau, donc les mélanomes et d'autres carcinomes de la peau qu'on appelle donc les carcinomes épidermoïdes, les carcinomes de la peau, qui sont donc très méchants. Et le risque, bien entendu, est plus élevé chez certaines catégories de population, notamment chez la population blanche. D'accord? Il y a aussi donc ce qu'on appelle, donc toujours dans les agents physiques, il y a aussi les traumatismes répétés et les altérations excusez-moi. Oui, d'accord. D'accord. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les traumatismes répétés et des irritations chroniques. Qu'est-ce qu'on sous-entend par irritation chronique? Ça peut être des états inflammatoires, par exemple les gastrites. C'est-à-dire les états inflammatoires au long cours provoquent des irritations chroniques et ces irritations chroniques vont donc faire de telle sorte que la cellule n'est plus à l'aise, elle n'est plus dans son micro-environnement normal, elle va essayer de se défendre, donc elle va s'adapter en quelque sorte, s'adapter, et par la suite, donc, elle ne pourra plus le faire, et donc il y aura des lésions de dysplasie. On cite souvent le cancer de la cavité buccale, donc, qui est donc souvent observé chez les patients porteurs de prothèses dentaires mal ajustées, d'accord, donc qui va provoquer donc à chaque fois donc une sorte d'irritation chronique au niveau de la bouche. Et il y a aussi ce qu'on appelle donc le cancer du mégot, le mégot de cigarette au niveau de la lèvre, où il y a donc quand on met la cigarette, il y a aussi bien la fumée que le fait que ça soit chaud, donc la chaleur qui intervient. Et là, notamment, donc, on l'a classé donc, dans les carcinogènes physiques, donc on parle plus de la chaleur qui est exercée sur la lèvre, qui va provoquer des cancers qu'on appelle donc les cancers épidermoïdes également, qui ressemblent à celles de la peau. D'accord? Donc ça, c'était pour les agents physiques. Et enfin, on termine avec les agents biologiques. Les agents biologiques, c'est les différents agents, les différents micro-organismes. On en a déjà parlé. Pour les virus, par exemple, on a parlé de quoi? Si vous vous souvenez, on a parlé donc du cancer du col. Je vous ai dit donc cancer du col, donc il est surtout donc l'apanage donc des sujets plutôt donc de niveau socio-économique bas. Pourquoi? À cause du virus. D'accord? Parce que donc on incrimine souvent le virus. Et lequel virus? C'est un virus à ADN qu'on appelle le Human Papilloma Virus. Donc c'est l'HPV, donc le papilloma virus humain. D'accord? D'autres types de virus, on peut citer donc les virus de l'hépatite B et C qui sont responsables des carcinomes du foie. D'accord? Virus donc de l'herpès, d'accord? On a parlé aussi donc de l'EVV si vous vous souvenez, donc qui sont
qui est donc incriminé dans les carcinomes du nasopharynx, qui est donc ce genre de cancer, on l'a déjà dit, donc, qui sont très fréquents dans la région du Maghreb. D'autres types de virus, là on appelle donc, les virus ARN, qui sont surtout donc, responsables des différents types de lymphome. D'accord? Donc pour les virus, les exemples à garder, donc vous pouvez garder l'HPV, c'est très important, les virus de l'hépatite et donc l'Epstein-Barr virus, le BV, qui est responsable du cancer du nasopharynx. En plus des virus, il y a les bactéries. La bactérie, donc on a déjà parlé d'une bactérie donc très connue pour être donc incriminée dans la genèse des cancers. On a parlé donc d'Helicobacter pylori, d'accord, le fameux HP qu'on incrimine dans le cancer de l'estomac, aussi bien dans les lymphomes gastriques que dans les adénocarcinomes gastriques, c'est-à-dire dans les différents types de cancers gastriques, on incrimine donc l'Helicobacter pylori, qui est également responsable donc aussi bien de l'ulcère gastrique que des gastrites. D'accord? Et enfin, donc les agents parasitaires, où on cite surtout, disons, la bilharziose urinaire, qui est très connue, donc qui cause donc le cancer de la vessie, un type bien précis de cancer de vessie. D'accord? Donc on a terminé. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait tout simplement, normalement la conclusion, c'est à vous de la faire, c'est de dire que finalement le cancer est un processus très complexe et multifactoriel. Vous avez vu, ce n'est pas un facteur qui va donner un cancer, mais c'est l'interaction d'une multitude de facteurs qui va aboutir à la genèse d'un cancer. D'accord? Je vous remercie. Et là, donc, je crois qu'on a quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je reprends donc les conversations. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire. Hein. Apparemment, donc quand je lis vos commentaires, il y a beaucoup de, disons, de questions qui reviennent concernant les gènes, d'accord? Les facteurs génétiques, c'est ça? Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, les facteurs génétiques, qu'est-ce que vous devez connaître? Déjà, donc, il y a 3 types de gènes qui sont incriminés. Les oncogènes, des gènes suppresseurs de tumeurs, qu'on appelle donc les anti-oncogènes en quelque sorte, et les gènes réparateurs. OK? Les gènes, les oncogènes à l'état normal, tous ces gènes, ils sont présents à l'état normal. D'accord? Les oncogènes, à l'état normal, ils sont responsables de quoi? De la division cellulaire. Vous me dites pourquoi division? Les cellules normales, est-ce qu'elles ne se divisent pas? Elles se divisent, mais elles se divisent selon une chronologie bien précise. D'accord? Et c'est quoi donc cette chronologie? Elle est donc régie, elle est régulée génétiquement. Donc génétiquement, donc, on a donc cette cellule est programmée à se diviser tous les 2 jours, toutes les heures, toutes les 2 heures, etc. D'accord? Il y a des cellules à renouvellement rapide et il y a des cellules à renouvellement, c'est-à-dire à division lente. D'accord? Le problème, c'est que pendant le cancer, ces facteurs, ces gènes sont activés, sont tout le temps sur un mode activé. Alors qu'à l'état normal, donc ces gènes sont des fois activés donc pour favoriser la division, des fois au contraire, donc ils sont inactivés. Mais là, c'est plutôt donc ils sont tout le temps activés. C'est pour ça qu'il y a une division cellulaire indéfinie, tout simplement. D'accord? Quand on dit prédisposition génétique, ça veut dire quoi? Une prédisposition génétique, ça veut dire que l'enfant, que la personne est née avec une prédisposition génétique. Elle est née avec déjà une mutation qui va prédisposer à tel ou tel cancer. Les mutations, par exemple, les plus fréquentes, on cite surtout, donc, par exemple, le gène BRCA1 et le BRCA2. BRCA1 et BRCA2, ils sont incriminés où? Dans le cancer du sein, par exemple. Ces gènes, quand ils sont mutés, ils provoquent donc le cancer du sein, mais c'est un cancer du sein spécial, c'est-à-dire c'est un cancer familial, c'est-à-dire transmissible. Mais à la base, ce que vous devez connaître, savoir,
c'est que le cancer n'est pas transmissible. Je vous ai dit 90% des cancers ne sont pas transmissibles, ils sont sporadiques. Et donc, les mutations qui se passent, ils se passent uniquement, donc elles n'altèrent que les cellules tumorales, les cellules cancéreuses, alors que le reste des cellules sont normales. D'accord? Et on l'a dit, donc c'est ce qu'on appelle les mutations. Elles sont appelées donc mutations somatiques, c'est-à-dire qu'ils n'intéressent que la cellule cancéreuse, bien sûr la cellule cancéreuse, et donc les cellules issues de leur division. Alors que les mutations germinales, contrairement à somatiques, c'est des mutations qui existent un peu partout dans toutes les cellules de l'organisme. Et justement, donc c'est quand on découvre ce genre de mutation, c'est qu'on dit, voilà, donc c'est une famille, par exemple, de gens prédisposés à faire un cancer du côlon, prédisposés à faire un cancer. C'est pour ça qu'on parle de cancers familiaux carrément. Là, une autre question qui revient, donc c'est comment un virus ou une bactérie engendre le cancer? Eh bien, tout simplement, le virus, par exemple, il intègre son génome dans le génome de la cellule. D'accord? Et justement, quand il intègre son génome, il y aura donc, ça va susciter quoi? Il y aura donc une altération génétique. Il y aura une mutation. Il y aura des séquences d'ADN qui ne sont pas normales, et notamment virales. Et donc, elles peuvent conduire au cancer. D'accord? Le cancer avec... Bien entendu, les personnes qui ont des mutations, qui prédisposent à des cancers, vont développer au cours de leur vie donc un cancer. On dit plus, donc ils ont plus de risques de développer ce cancer. Et bien sûr, ce risque augmente avec l'âge. C'est pour cela que, je ne sais pas, vous avez pas entendu déjà parler donc, du syndrome d'Angelina Jolie, par exemple, où donc, elle a fait donc, une mastectomie, une ovarectomie, donc prophylactique. Prophylactique, ça veut dire quoi? Parce qu'elle était porteuse de gènes prédisposants au cancer, et donc, elle a décidé de faire, je ne dis pas que c'est bon, hein, mais il y a ce qu'on appelle donc, dans les traitements donc, des cancers donc, familiaux, des traitements prophylactiques, c'est-à-dire on enlève carrément l'organe pour essayer donc d'éviter le cancer. Donc on a terminé, j'espère que vous avez compris, d'accord? Et j'espère à bientôt.